Bonsoir et bienvenue sur ce plateau des classes affaires et merci pour votre fidélité. Je reçois pour vous ce soir un homme qui a été destiné à la misère, à la pauvreté et après avoir découvert les principes qu'il partage aujourd'hui dans son livre « La chèvre de ma mère », sa vie a changé. Bonsoir coach Ricardo Kanyama. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau des classes affaires. Merci beaucoup. Voilà, votre livre commence par un verset biblique de 1 Samuel 2, 7. De la poussière, Dieu retire les pauvres. Comment liez-vous la parole de Dieu et les méthodes de vos coachings? Oui, j'ai toujours dit que la Bible est le plus grand livre du succès. Mais malheureusement, c'est aussi un des livres qui est toujours mal compris. Et quand il est mal compris, il devient parfois source de croyances qui sont à l'origine de la pauvreté ou du maintien de croyants dans la pauvreté. Alors, j'ai fait référence à cela parce que beaucoup de gens ont grandi dans une éducation religieuse selon laquelle il faut être pauvre pour aller au ciel. Alors que la même Bible que nous utilisons, nous les chrétiens, est utilisée aussi par les Juifs, qui sont aujourd'hui un des peuples le plus riches au monde. Parce que justement, ils ont une compréhension du message de Dieu comme un message qui nous amène à la prospérité, à la richesse, alors que beaucoup de chrétiens ont une compréhension de la Bible comme un livre qui les interdit à devenir riches, qui les console à rester dans la pauvreté. Voilà, donc c'était important d'introduire par ces messages-là. Coach, vous parlez souvent de la richesse. Que représente pour vous la richesse? Pour moi, comme pour n'importe quel homme, la richesse représente la vie. Il n'y a pas de vie sans richesse, d'autant plus que Dieu nous a créés dans une logique d'interdépendance. Vous ne pouvez pas tout faire seul, vous ne pouvez pas tout avoir seul. Nous sommes dans un monde où vous devez fréquemment échanger certains produits, certains services avec d'autres personnes. Supposons que vous avez besoin de chaises, vous ne devez pas être forcément producteur de chaises, vous avez besoin de voyager, vous n'avez pas forcément fabriqué votre propre avion. Donc vous aurez besoin d'avoir de la richesse et d'échanger la richesse avec des services et des biens avec d'autres personnes. Tous ces pays aujourd'hui, de l'eau que nous utilisons chez nous aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à la source. Nous recevons l'eau à la maison, mais à la fin du mois, vous devez donc payer votre facture d'eau, vous devez payer votre facture d'électricité, vous devez payer votre nourriture, vous devez payer les habits, vous devez payer les frais scolaires de vos enfants, vous devez payer des services médicaux. Finalement, si nous regardons, nous devons tout obtenir, mais on peut que les obtenir que en échange de quelque chose, en échange de notre richesse. Et le combat de toutes les familles, de tout individu, de tout État, des organisations aujourd'hui, c'est comment disposer des richesses dont nous avons besoin pour vivre. Parce que sans richesse, il n'y a pas de vie. Alors, quel est donc votre parcours pour qu'à 35 ans, vous deveniez millionnaire? Mon parcours se joue à deux moments. Il y a d'abord le premier parcours qui était le parcours de chacun de nous. Nous avons vécu dans cette logique où on nous a dit, voilà, on nous a présenté un schéma de succès où les parents les résumaient de dire, bon, tu vas à l'école, hein, si tu étudies, tu as la chance de réussir ta vie. Alors moi-même, j'étais parti à l'école avec un double objectif. D'un côté, l'objectif d'apprendre à lire et à écrire. De l'autre côté, d'apprendre à l'école comment devenir riche. Voilà, donc on a grandi dans cette illusion, on croit qu'il suffit d'avoir été un bon étudiant, on aura réussi sa vie. C'est lorsque j'ai fini mes études, lorsque j'avais 26 ans, j'ai fini mes études universitaires et j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à chercher un emploi, j'étais dans l'incapacité de trouver un emploi qui est très rémunérateur. C'est là où je vais me poser la question de savoir dans quelle mesure l'école nous apprenait ce qu'il faut pour devenir riche. Là, je me rends compte, donc je fais une découverte, je sors d'une illusion pour me rendre compte que voilà, l'école ne nous apprenait pas forcément comment devenir riche, mais l'école nous préparait à une profession, quitte à trouver
un acheteur, un employeur qui peut payer tes compétences, qui peut payer tes connaissances et avec cet argent pouvoir te prendre en charge. C'est là où d'ailleurs je me rends compte que ma maman qui n'avait jamais été à l'école, qui n'avait pas un grand diplôme comme moi, était peut-être financièrement mieux placée parce qu'il nous avait pris en charge et que moi qui ai été à l'école, à ce moment-là, bon, avec les revenus que j'avais, je ne pouvais même pas rêver de fonder une famille. Alors, la deuxième partie, c'est lorsque maintenant je commence à découvrir qu'est-ce qu'il nous faut en plus des connaissances académiques. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il nous faut une certaine intelligence une intelligence financière qui malheureusement n'est pas enseignée à l'école, mais c'est une intelligence financière que les classes des riches disposent et que je découvre d'ailleurs que nos ancêtres, je parle de nos ancêtres qui, dans leur mode de vie avant la vie actuelle occidentale, avaient cette intelligence financière, avec cette sagesse, j'appelle ça sagesse des richesses. Ils savaient non seulement produire des richesses, mais ils savaient vivre avec les richesses de façon à ne jamais en manquer et de façon à devenir riches. Donc pour vous, cette intelligence-là est complémentaire par rapport à l'intelligence que vous avez acquise à l'école. Exactement, c'est une intelligence complémentaire. Comme regardez une compétence comme la compétence informatique, je voulais parler de saisie des textes. Lorsque tu cherches un emploi dans n'importe quel domaine, quand tu sais utiliser l'outil informatique, tu as beaucoup plus de chances de réussir que celui qui ne connaît pas l'outil informatique. Alors dans le monde professionnel, c'est l'outil informatique, c'est parfois les compétences en anglais, une langue qui est incontournable aujourd'hui, ou c'est parfois disposer d'un permis de conduire. Vous voyez? Alors, celui qui a un permis de conduire, celui qui sait utiliser l'outil informatique et celui qui connaît l'anglais a beaucoup plus de chances de réussir dans le monde professionnel que celui qui n'a pas ces compétences complémentaires. La même chose, une personne qui est bien formé et qui a même un bon emploi, qui n'a pas d'intelligence financière, ce complément d'intelligence financière a beaucoup de chances de se retrouver dans la pauvreté après 35 ans ou 30 ans de vie active. C'est malheureusement ce qui arrive parce que la plupart des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans la pauvreté en retraite sont pourtant les gens qui ont occupé de bons emplois, qui ont eu de bonnes rémunérations, mais qui, à cause de l'absence d'une intelligence financière, non seulement ne sont pas sortis de ce stade de travailler à vie pour l'argent, mais ils condamnent même leurs enfants à subir la même vie, la vie où il faut travailler pour l'argent. Mais quand vous parlez de la richesse qu'on doit avoir par rapport surtout à votre parcours, vous travaillez. Par contre, votre rémunération n'arrivait pas à satisfaire ou à vous pousser à avoir une économie pour réaliser vos projets. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État ou l'économie aussi du pays ou du continent dans lequel les personnes évoluent ont aussi un rôle ou l'influence dans ces parcours? Il y a un rôle, l'environnement joue un rôle très, très important, mais je pense que le rôle personnel a aussi sa place. Parce que très souvent, nous croyons que c'est à l'État de nous rendre riches. Nous sommes ici en France. Tous les Français ne sont pas riches. Mais ceux qui travaillent, ils arrivent à s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité... Vous avez bien dit, ceux qui travaillent s'en sortent. Une chose est de s'en sortir. Mais vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et devenir riche. Mais vous avez vu que même dans ce contexte où j'ai gagné très peu, en associant la responsabilité personnelle basée sur une intelligence financière, je me suis en sorti. Mais dans les mêmes continents, nous avons des gens qui, depuis ce temps-là, 2007, où j'ai commencé dans mon parcours, qui reçoivent parfois les salaires élevés de 2 000, 5 000 $. Aujourd'hui, nous voyons que quand les mandats s'arrêtent, ils se retrouvent encore dans la pauvreté. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement question d'opportunité, comme j'ai toujours dit, c'est question de savoir comment vivre avec la richesse de façon de sortir de la pauvreté. Et lorsque vous gagnez
peu, c'est encore là où vous avez vraiment besoin de compétences financières. Je pense que j'ai dû aujourd'hui me mettre aussi à une position, peut-être même que ceux qui avaient trouvé cet emploi jusqu'aujourd'hui sont d'employés, et qu'aujourd'hui je suis dans une position où nous travaillons tous, mais je ne travaille pas comme employé, je travaille toujours comme employé. Donc c'est par là que vous parlez de la dépendance financière. Alors qu'est-ce que signifie pour vous une vie de dépendance financière? Voilà, la vie de dépendance financière, c'est lorsqu'une personne est forcément obligée de travailler pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un emploi, vous recevez un salaire de 2000 € et vous les dépensez chaque mois. Cela veut dire que si vous arrêtez de travailler, votre revenu aussi s'arrête et du coup, vous vous retrouvez dans la pauvreté. Alors, il y a des gens ne sachant pas comment sortir de cette dépendance, ils vivent de cette dépendance. Des 25 ans, l'âge où ils entrent dans le monde de l'emploi, à 65 ans, l'âge où ils vont à retraite. Donc, il est obligé de travailler chaque mois, chaque année. Il y a des gens qui aiment bien aller au travail, travailler dans la fonction publique. Ce n'est pas question d'aimer le travail, c'est question d'être obligé de travailler pour de l'argent. Vous voyez la différence entre riches et pauvres. Les riches aussi travaillent, mais ils travaillent dans une certaine liberté. Ils se disent que bon, je peux prendre des vacances, mais j'ai des structures qui travaillent pour moi. Alors que vous avez de l'autre côté les gens qui se disent, bon voilà, je suis seulement obligé de prendre des vacances une fois l'année et je ne peux pas laisser de travailler. Quelque part, vous êtes comme un cheval, excusez-moi. Donc, nous devrions travailler de manière que notre travail nous amène à la libération, à l'indépendance. À l'indépendance, ça veut dire nous atteignons un niveau où nous pouvons avoir des revenus passifs, nous pouvons garder notre standing de vie, nous pouvons subvenir à nos besoins sans être forcément obligés de travailler. Mais quels sont les paramètres que vous pouvez réunir pour être indépendamment financier? Justement, c'est ça. Lorsque vous savez que l'argent que vous produisez aujourd'hui, vous ne devriez pas seulement le destiner à la consommation immédiate. Il faut garder une partie de votre argent et l'investir pour que demain, ces investissements-là soient d'autres sources de revenus pour vous. Parce que tant que vous n'aurez pas des investissements qui sont des sources de revenus pour vous, cela veut dire que vous serez obligé de travailler pour l'argent. Voilà. Donc, si je comprends bien, votre philosophie, c'est que les gens arrivent à se dire, voilà, maintenant, je peux travailler. Le travail est indispensable parce que sans travail, vous n'avez pas comment acquérir des richesses. Mais le problème, c'est que, prenons notre problème en République démocratique du Congo. Vous avez quelqu'un qui a commencé à faire la politique en 1960. Jusqu'aujourd'hui, il ne peut pas quitter la politique parce que c'est devenu comme son emploi. Parce que s'il laisse de travailler... Le mois prochain, il n'a plus rien, quoi. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Quelqu'un qui a occupé un emploi de 1960 jusqu'à aujourd'hui et il a 5 enfants. Donc, ces enfants vont travailler où? Le parcours devait être plutôt quelqu'un qui a travaillé pendant un temps progresse. Il crée d'opportunités d'emploi pour d'autres personnes. Comme ça, le développement étant un processus cumulatif, notre société va avancer. Maintenant, nous sommes dans une logique où les gens occupent les emplois. Quand ils n'avancent pas, ils créent une barrière pour toute une génération. En 2007, vous vous êtes lancé dans les affaires avec un capital de 50 $. 4 ans après, vous devenez millionnaire. Où avez-vous trouvé cette somme? Et cette somme est née de l'application de ce que j'avais découvert, le principe qui disait qu'une personne qui veut sortir de la pauvreté devait travailler, oui, mais il devrait épargner au moins 10% de ce qu'il gagne. Et comme à l'époque, mon revenu c'était de 15 $, la stratégie pour moi, c'était d'épargner au moins 10 $ sur les 15 que j'ai gagnés. Mais comment arrivez-vous à vivre si vous gagnez 15 $ et vous épargnez 10 $? Bon, mais c'est question de payer les prix. Parce que vous savez que la liberté a un prix. Si vous ne faites pas les sacrifices aujourd'hui pour un avenir meilleur, alors vous êtes forcément destiné à les souffrir demain. Sachant cela, j'avais préféré en ce moment de me priver de certaines choses. Comme ma mère s'était privée du bonheur de manger la viande de sa chèvre
pour avoir un troupeau de chèvres. J'avais donc choisi aussi de me priver de certains besoins à ce moment-là pour un avenir meilleur. En fait, je n'avais pas d'abord investi les $50, mais j'avais appliqué la première loi, conserver les $50. D'accord. Conserver les $50 et chercher à avoir plus. Alors là, j'ai commencé à me débrouiller dans la vente, de vendre des petites choses, dans l'objectif d'augmenter mon capital, jusqu'à ce que j'ai un capital de $400. D'accord. Et j'ai continué avec les mêmes logiques, conserver d'abord ce que j'ai épargné et chercher à gagner plus. C'est les jours où je suis arrivé à $3500 que j'ai commencé véritablement mon premier investissement, qui était une boutique. Aujourd'hui, vous êtes ici à Paris. Hein? Qu'est-ce qui vous amène en Europe? Voilà, ce qui m'amène à l'Europe, justement, c'est mon combat. Lorsque j'ai voulu partager mon expérience avec les autres, à travers mon livre, La chèvre de ma mère, à travers mes émissions, à travers les autres livres, il y a ici en Europe des gens qui ont lu les livres et qui ont pris conscience que leur problème, justement, c'était ce problème-là d'avoir été formés professionnellement et de n'avoir jamais été formés à vivre avec ce qu'ils gagnaient. Et quand ils ont commencé à appliquer le même principe d'avoir la discipline financière, d'avoir la maîtrise dans la consommation, d'épargner une partie de leur argent, ils ont commencé à investir. Il y a des gens qui se sont reconvertis de l'emploi à l'entrepreneuriat. Et il y avait de plus en plus chez les immigrés, des immigrants, une prise de conscience et un changement. Ceux qui investissaient dans des habits qui coûtaient cher et dans des fêtes inutiles commençaient à appeler leur richesse la chèvre, donc un processus de valorisation. Et vu les nombres grandissants de lecteurs et des gens qui entrent dans cette nouvelle dynamique, qui se sont constitués à une communauté et qui ont voulu un jour que je puisse venir animer des conférences. Donc je suis venu pour animer des conférences. J'ai animé 3 conférences ici à Paris, une conférence à Lyon, et aussi interagir avec tous ces acteurs qui sont ici et qui sont en train de travailler pour conscientiser les immigrants ou les immigrés pour aller un jour investir en Afrique pour créer les richesses et changer les destins de notre continent. Voilà, alors je vais vous proposer quelques images de vos conférences ici en Europe. Et juste après, nous allons parler du livre La chèvre de ma mère. Restez avec nous. Que par nature et dans cet univers, n'importe qui de nous a la chance de devenir riche. Si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Mais quelle est ta chance de devenir riche si tu ignores ce que je vais partager avec vous? Ta chance est zéro. Quelles que soient tes potentialités, quelle que soit ton intelligence professionnelle, mais ta chance est zéro. Alors, rentrons dans ces 2 formules que nous avons exploitées. On rentre vers la première formule, que je vais PA plus O égale S. Ça, c'est la loi du succès. Quand est-ce qu'il y a succès? Il y a succès lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Mais en vérifiant un peu les choses les plus proches, ce n'est pas le manque d'opportunité qui fait que les gens sont dans la pauvreté, mais c'est le manque de préparation. Mais vous avez vu, je n'ai pas mis P, j'ai mis PA. Parce que cette formule nous dit encore, ce n'est pas n'importe quelle préparation qui te donne le succès, c'est une préparation adéquate. Là, je démontre qu'il n'est pas possible de devenir riche sans la préparation. Or, la préparation ne peut pas se faire en un jour. Vous avez besoin de vous préparer longtemps pour saisir en un jour une opportunité qui fera de vous riches. Et par le fait que les gens ne se sont pas préparés, ils sont incapables de transformer l'opportunité en richesse. Deuxième formule. Deuxième formule, c'est ce que j'appelle la formule de la chèvre de ma mère. La formule de la chèvre de ma mère veut que
Le vénement plus la réaction donne la vie. C'est vraiment l'équation de base qui m'a permis de comprendre ce qu'il faut faire et de démarrer dans la vie. C'est que dans la vie, nous avons les événements. Et bien sûr, il y a des événements sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Ils arrivent avec ou sans notre permission. Ces événements peuvent être positifs ou ils peuvent être négatifs. Mais la chance, c'est quoi? Nous pouvons, c'est à nous de choisir la réaction à n'importe quel événement. Et les résultats de notre vie dépendra non pas de l'événement, mais de la qualité de notre réaction à l'événement. Donc ce n'est pas ce qui arrive qui détermine si nous deviendrons riches ou si nous resterons pauvres, mais c'est notre réaction à ce qui arrive. Vous respectez la loi. Vous gardez une partie de votre richesse. Vous avez beaucoup de chances de devenir riche parce que vous allez utiliser la loi que nous allons voir aujourd'hui, la loi de la convertibilité. Est-ce que, je vous prie, je sais qu'en Europe, on n'est pas beaucoup parlé, mais on va répéter juste une chose. Est-ce qu'on peut répéter la loi de la convertibilité? La loi de la convertibilité. Encore? La loi de la convertibilité. Bon, vous allez dire, je veux devenir riche par la loi de la convertibilité. Je veux devenir riche par la loi de la Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant, en discutant avec la diaspora qui vous a appelé ici? J'ai été agréablement surpris et j'ai été satisfait par l'énergie, j'ai dit bien l'énergie et l'engagement, la détermination du groupe de gens qui sont venus dans ces conférences. Donc je me dis qu'il y a un éveil. Les gens aujourd'hui ne se contentent plus d'avoir une stabilité. Les gens aujourd'hui ont compris que nous devons faire plus, nous devons changer, nous avons un rôle pour changer la vie de ceux qui sont restés, au pays. Donc, vous voyez que les gens sont venus de partout, par exemple des conférences à Paris, mais les gens sont venus de la Belgique. Jadis, les gens faisaient ce genre de déplacements que pour la musique ou pour le football. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, vraiment quelqu'un qui est en Europe paye son argent pour venir à une conférence, ça veut dire les gens commencent à comprendre l'importance de la connaissance et de l'expertise pour sortir de la pauvreté. Donc je suis vraiment satisfait. Les gens étaient enthousiastes, c'était chaud et des conférences ont pris beaucoup plus longtemps que le temps que ça devait prendre. Et nombreux, j'ai vu des gens qui ont participé à mes conférences à Paris et qui m'ont suivi encore à Lyon parce qu'ils voulaient encore apprendre. Pour moi, c'est un signe avant-coureur que le processus a déjà commencé de la révolution. Alors, vous avez écrit un livre aujourd'hui que vraiment personnellement moi je lis et que je recommande à tout le monde, La chèvre de ma mère. Pourquoi La chèvre de ma mère? Le titre de votre livre. C'est lié à l'histoire qui m'a inspiré, l'histoire qui m'a donné la sagesse, qui est à la base de mon propre succès. Et cette sagesse que j'avais appris de ma mère, qui avait pris la décision de garder sa chèvre au lieu de la tuer à cause des besoins immédiats que nous avions. Ça rappelle donc à chaque personne que nous avons le devoir de devenir riche, mais en partant du peu que nous gagnons aujourd'hui. Si c'est un salaire, fut-il un salaire de misère, ne tue pas ta chèvre. Tuer sa chèvre, ça veut dire dépenser les 100% de ton revenu. Garder sa chèvre, ça veut dire garder au moins 10% de ce que tu gagnes dans l'intention de l'investir pour sortir de la pauvreté. Parce que le problème de notre communauté, le problème de nos jeunes entrepreneurs, le problème de nos pays, c'est le manque de capital. Alors, au lieu de commencer à attendre ce capital-là éternellement des institutions financières, apprenons à faire ce qu'ils avaient fait il y a 2 siècles.
une sagesse pour créer ce capital. Mais ce livre aussi a été écrit pour donner de l'espoir à ces jeunes-là qui n'avaient pas d'espoir, pour dire que voilà, nous ne sommes pas condamnés à l'échec, c'est vraiment possible. Un pauvre peut aussi devenir riche. Est-ce que rapidement, Ricardo, est-ce que vous pouvez vraiment nous dire très rapidement, c'est cette histoire-là de la chèvre de ma mère, très rapidement, pour que ceux qui ne comprennent pas, vous nous avez parlé que votre maman voulait tuer sa chèvre, bon, voilà, très rapidement, parce que les gens vont les trouver dans votre livre, hein, mais très rapidement, si on peut comprendre cette histoire de la chèvre de votre maman. Oui, c'était une histoire familiale. En fait, à ma naissance, mon père était fermier et bon, il est mort très tôt. Mais je suis né dans une culture où quand l'homme meurt, sa richesse appartient donc à sa famille, non à ses enfants. Alors, à la mort de mon père, on a récupéré tout ce que nous avions et on a donné à chacune de nos mères une chèvre. Alors, on était donc obligés de vivre avec la seule chèvre et la vie avait tellement basculé, on souffrait tellement que nous avons commencé à faire pression à notre maman pour tuer notre chèvre et manger la viande parce que c'est la nourriture qui était difficile. C'est là où la maman nous a donné une grande leçon. Il nous a dit, mes enfants, je sais que vous souffrez, votre père est mort, je n'ai plus de quoi vous prendre en charge. Si je tue la seule chèvre que j'ai, je n'aurai plus de quoi vous prendre en charge, vous allez commencer à mourir l'un après l'autre. Mais si nous faisons le sacrifice de garder cette chèvre, à la longue, on peut avoir un troupeau et de ce troupeau, on peut sortir de la situation où nous nous trouvons. Alors, nous avions compris cette leçon, nous avons choisi de faire le sacrifice de garder cette chèvre. C'est lorsque cette chèvre s'est multipliée qu'on a eu un troupeau de chèvres que notre vie avait changé. Parce que chaque fois que la maman avait besoin d'argent, elle vendait la chèvre pour payer nos frais scolaires, pour nous payer de la nourriture, pour nous payer des habits. Et c'est grâce à ce troupeau de chèvres que j'ai eu l'opportunité, moi, d'étudier et d'aller à l'université. Alors, du coup, lorsque moi, j'ai fini mes études et je ne trouve pas un emploi qui me paye beaucoup d'argent, je me dis, mais quel était le secret de ma mère? Là, j'apprends que le secret de ma mère, c'était son sens visionnaire, d'accepter au nom d'un avenir meilleur, de faire des sacrifices aujourd'hui, sa capacité à garder sa chèvre, donc à valoriser les peu qu'il a. Et là, j'ai choisi de faire comme ma mère, et c'est le même témoignage qu'il dit à d'autres personnes. Nous devons apprendre à bien vivre avec les peu que nous gagnons aujourd'hui si nous voulons avoir beaucoup d'aimer. Parce que devenir riche n'a pas seulement à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne, mais avec ce que nous faisons de notre argent. Si vous avez l'habitude de gaspiller tout ce que vous gagnez, même si $1 million tombe sur vous aujourd'hui, il y aura toujours assez de biens de consommation, de voitures, de voyages, de standing pour gaspiller ces $1 million et ne pas devenir riche. Donc c'est un comportement qui est la base même de la culture des riches, mais malheureusement c'est un comportement qu'on n'apprend pas à l'école, qui fait qu'aujourd'hui, si vous faites les diagnostics de ces 2007 que j'ai commencé à épargner jusqu'aujourd'hui, et ces épargnes m'ont permis d'avoir les opportunités que j'ai aujourd'hui, mais il y a peut-être des gens qui gagnaient beaucoup plus que ça, et si on va faire des diagnostics, ils ne se retrouvent même pas avec 1% de ce qu'ils ont gagné. Alors, si dans les 10 ans passés, vous n'avez rien épargné, aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent, et vous continuez avec les mêmes comportements, cela veut dire que vous risquez de vous retrouver en 2029 toujours dans la dites-nous, pour vous, quel est le parallèle que vous faites entre la chèvre de votre maman et les billets, hein? Cette expérience-là peut être reprise dans la vie de chacun de nous, même ceux qui sont en train de nous suivre. Ça, c'est important. C'est important parce que l'Africain lui-même ne comprend pas, ne parvient pas à faire le parallélisme entre l'argent, le billet de banque et la richesse. Vous devez savoir que Dieu n'a pas créé les billets de banque. Dieu a créé la richesse. Et il a donné à l'homme la force pour travailler. Vous savez, l'homme devait faire les champs ou l'homme devait élever pour avoir la richesse. Mais maintenant, les gens recherchent l'argent en papier. Mais en fait, l'argent n'est que l'équivalent de ta possession. Il faut qu'au départ, que tu puisses avoir une richesse que tu peux vendre et obtenir l'équivalent en argent. Mais vous voyez que lorsque quelqu'un a un billet de 50 €,
s'il a la mentalité de pauvreté, il va dire ouais, mais c'est 50 €, c'est pas grand chose, il suffit, je vais donc payer des crédits ou bon, je vais assister. Il ne valorise pas ça. Mais s'il comprend que c'est une richesse comme une chèvre, il va penser 2 fois. Il va dire non, mais donc c'est une richesse et la richesse a le pouvoir de se multiplier. Donc c'était très important de ramener les Africains à la notion de la richesse même, qui est notre possession. Ta compétence, c'est ta chèvre, c'est une richesse. Tu peux les vendre, obtenir l'argent. Ta rémunération, c'est une richesse. Ta maison, c'est une richesse. Donc, il y a plusieurs d'autres types de richesses, mais nous devons savoir vivre avec ces richesses de façon à avoir plus. Comment est-ce qu'on peut fructifier ce peu d'argent qu'on a? Comment est-ce qu'on peut les fructifier pour appliquer réellement cette méthode de la chèvre de ma mère? Ok. Il y a des choses. D'un côté, il y a les peu que tu as épargnés. De l'autre, il faut savoir que la première richesse, ce sont nos idées. Nous devons travailler notre tête pour trouver quelle solution nous pouvons amener, que ça soit une solution commerciale là où nous vivons. Aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa, vous voyez déjà les gens ont l'esprit de se battre, de vendre quelque chose. Mais quand ils ont maintenant un capital, ça leur permet d'aller un peu plus loin. Mais les gens aussi doivent savoir que nous n'avons pas appris à l'école à investir, nous n'avons pas appris à entreprendre, mais que nous devons apprendre par l'auto-formation. Beaucoup de gens me demandent en quoi je dois investir, comment je dois faire. Mais je n'ai pas de réponse à cela. Seulement, je dois leur montrer des processus. Comment les gens, par exemple, comment vous avez fait pour devenir journaliste aujourd'hui? Vous avez pris le temps d'étudier dans ce domaine. Si quelqu'un veut maîtriser l'art d'investir, il doit aussi aujourd'hui utiliser les moyens qui existent. Il doit se former. Ça s'apprend. Nous devenons ce que nous apprenons. Si tu n'apprends rien en mécanique, alors, quelles sont les pistes que vous pouvez donner à ceux qui sont en train de nous suivre? Prenons par hasard, je prends l'exemple de maman qui vend des maléois. Bon, je ne vais pas d'abord parler des mamans qui vendent des maléois. Je voulais d'abord parler des décideurs et des leaders de notre pays. Il est temps que nous puissions prendre conscience qu'il y a un schéma qui n'a pas fonctionné. Ce schéma qu'on a suivi depuis 1960, qui consiste à dire que nous, notre devoir, c'est de former les enfants et il y a quelqu'un qui viendra de l'étranger pour venir créer les emplois pour eux. Nous devons apprendre aux enfants aussi bien l'intelligence professionnelle que l'intelligence financière. Il faut qu'aujourd'hui, qu'il y ait de mesures, qu'il y ait des actions structurées, étatiques pour promouvoir l'intelligence financière, pour amener la population à comprendre l'importance de l'épargne, mais qu'il y ait aussi des mesures pour protéger l'épargne de la population afin que notre pays demain puisse avoir un capital financier national. Si notre pays n'a pas un capital financier national, alors on sera toujours esclave de capitaux étrangers. Ça, c'est au niveau des décideurs. Alors, de l'autre côté, vous avez donc le petit peuple, ces gens qui se débrouillent, qui font les maléois, qui vendent au marché, ainsi de suite, qui, eux, ne gagnent pas beaucoup, mais ils essayent d'épargner quelque chose. Parce que la preuve, parfois, ils sont en train de prendre en charge des familles, ils sont en train de faire scolariser, d'ailleurs, les enfants qui ont étudié grâce à des choses comme ça. Mais là où ça se joue, où l'obstacle pour ces gens-là, c'est parce qu'ils ne font que de l'activité. Ils ne prennent pas le temps de se former, de se développer, d'augmenter leur intelligence. Parce que leur intelligence reste limitée, vous allez voir aussi que leurs activités resteront limitées. Vous avez une maman qui vend à Gambela, qui a ce que nous appelons un petit, comment on appelle ça, une petite table à Gambela. Il a ça de 1980 jusqu'à aujourd'hui, il n'a que ça. Mais pourquoi il n'a que ça? C'est parce que il stagne mentalement. C'est à la limite de son intelligence. Son intelligence ne s'est pas développée et ses business ne peuvent pas aussi se développer. Alors cette maman-là, si elle pouvait faire développer son intelligence avec son activité et l'épargne, il avait comment passer de cette table à une boutique, d'une boutique à un magasin, d'un magasin à une société. Et c'est ça justement ce dont nous avons besoin, c'est ça que nous appelons réussir financièrement. Quel est le premier pas qu'on peut faire vers la richesse financière, l'économie, l'épargne? Le premier pas pour moi, c'est
savoir que nous sommes responsables de notre vie et de notre avenir. Et qu'il y a des choses que nous devons faire aujourd'hui si nous voulons avoir un avenir différent. Savoir que le travail, c'est important, mais il ne faut pas que travailler, il faut aussi avoir l'intelligence pour utiliser sa richesse, pour que la richesse travaille pour toi demain, au lieu que tu sois un esclave qui travaille à vie pour de l'argent. Et je voulais donc insister ici que la première richesse que nous avons, c'est notre mental. Notre pauvreté n'est pas d'abord une pauvreté matérielle et financière. La pauvreté matérielle et financière, c'est une conséquence d'une pauvreté, la pauvreté mentale et anthropologique. Et nous devrions faire un effort de nous enrichir d'abord mentalement avant de pouvoir nous enrichir financièrement et matériellement. D'ailleurs, un auteur a démontré que même si on prenait toute la richesse du monde, on distribuait d'une manière équitable à tous les habitants de la terre, 2 ans après, toute la richesse des pauvres se retrouveront encore entre les mains des riches, justement parce qu'ils n'ont pas l'intelligence financière nécessaire pour vivre avec la richesse. Donc moi je crois que nous devions commencer par là avant. Vous ne pouvez pas commencer à résoudre des équations à double intégrale et si vous ne faites pas l'arithmétique. L'arithmétique est importante. Moi je veux que nous puissions avoir la base, que tout le monde puisse maîtriser l'arithmétique de la richesse. À partir de cette arithmétique, nous pouvons demain former donc des gens à des domaines beaucoup plus compliqués. Alors comment on peut triompher ce que vous appelez la tradition des pauvres? Oui, parce que notre pauvreté est aussi culturelle. Vous voyez aujourd'hui, l'Afrique moderne, vous allez voir que c'est une personne qui travaille pour faire nourrir 20 personnes qui sont assises à regarder la télévision. Ça, ce n'est pas la culture de nos ancêtres. Dans la culture de nos ancêtres, les enfants, tout le monde travaillait, même les enfants. Les enfants allaient au champ, les enfants puisaient de l'eau, les enfants contribuaient dans la vie économique de la famille. Aujourd'hui, nous avons les enfants, excusez-moi que j'appelle toujours, même chez moi, je les appelle des poulets pondeuses. Donc, les enfants qui pendant 20 ans ou 25 ans, vous devez seulement lui donner à manger, à manger, à manger, à manger, à manger, à manger. Et l'excuse, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Les gens n'ont pas appris à se prendre en charge, à renverser l'équation de savoir que nous naissons à crédit, les enfants, les parents nous prennent en charge à crédit, mais quand nous arrivons à 18 ans, nous devons prendre le processus inverse, prendre notre vie en main, payer ces crédits, pas chez les parents, mais chez nos enfants, mais aussi prendre les autres en charge. Oui. Mais pensez-vous que la tradition africaine, surtout, vraiment, nous en Afrique, on a beaucoup de traditions. C'est une tradition qui est un obstacle, parce que ça crée la dépendance. Excusez-moi, et la dépendance est très forte, et il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup d'irresponsabilité. Mais parce que dans notre tradition, nous devons aider, nous devons assister. Il y a toujours quelqu'un qu'on pousse en avant pour que cette personne-là subvienne aux besoins des autres. Je ne suis pas contre l'aide, mais je voulais vous poser la question. Si aujourd'hui vous deviez être celui-là qui devait aider tous les neveux de votre famille, toutes les nièces de votre famille, vous deviez aider votre frère à avoir l'argent pour louer la maison, vous devez l'aider pour payer les frais médicaux de ses enfants, vous devez l'aider pour payer pour payer les habits de sa femme, vous devriez l'aider pour ses appels téléphoniques. Vous pensez vraiment que vous pouvez vous en sortir dans cette logique, vous n'allez pas mourir de crise cardiaque? Mais si vous en avez beaucoup. Mais alors, il faut en avoir beaucoup. Justement, cette logique ne permet à personne d'avoir beaucoup. Parce que là où vous avez, dans une famille, 10 personnes qui travaillent et qui contribuent pour résoudre le problème de la famille, le problème sera plus simple que dans une famille où vous avez une seule personne qui travaille pour résoudre les problèmes de
Mais comment on peut briser toute cette chaîne de fonctionnement? C'est justement par la prise de conscience. C'est pour ça que nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train de dire que ces habitudes... Mais ce n'est pas facile parce que, écoutez, aujourd'hui, il y a des personnes Mais qui pourquoi nous recherchons des choses faciles? Nous sommes dans la vie, nous devons apprendre à nous battre. Si vous prenez en charge la famille, ce n'est pas du jour au lendemain, vous allez leur dire, voilà, c'est fini, moi je ne prends plus en charge, voilà, prenez vous-même en charge. Quel est le processus? Comment on peut s'en sortir de cette situation? Je vais vous donner un exemple concret. Je connais une famille d'un professeur d'université. Ils ont fait la meilleure chose. Ils ont pris donc les neveux en charge. Les neveux ont grandi, ce sont maintenant des cadres. Et maintenant, ils doivent prendre en charge de petits-neveux, des gens qui ont comme excuse qu'il n'y a pas de travail. Mais ce sont des gens, excusez-moi, ils ont plus de 75 ans. Donc, vous voyez un monsieur de plus de 65-15 ans qui doit se battre pour prendre en charge l'enfant d'un neveu qui a mon âge. Je pense que ce n'est pas normal. Mais pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai, mais nous militons pour le changement. Mais est-ce que la situation économique, la situation du pays... Non, ce n'est pas d'abord la situation économique, c'est une mentalité qui est en soi un obstacle. Et cette mentalité doit changer. Si cette mentalité ne change pas, nous irons de mal en pire. Alors, les jeunes qui sont jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils ne restent pas dans cette mentalité? C'est de la nouvelle génération. Ces jeunes doivent comprendre les limites de la mentalité ancienne et savoir que on n'est pas obligé aujourd'hui, en 2019, d'utiliser un téléphone de 2000. Et si nous ne pouvons pas utiliser un téléphone de 2000 qui est obsolète, ça serait plus obsolète de vivre avec les mentalités des gens de 1930. Nous avons l'Internet, nous voyageons, nous sommes dans un monde ouvert, nous devons adopter des nouvelles mentalités, les mentalités qui correspondent avec l'évolution actuelle. Voilà, vous devez savoir qu'il y a une loi importante, j'aime évoquer cette loi, c'est la loi de la sélection naturelle, qui dit que lorsque les conditions de vie évoluent, les êtres qui ne s'adaptent pas disparaissent. Nous sommes dans un monde en évolution, et cette évolution ne s'arrêtera pas. Il nous appartient de nous adapter à l'évolution par des principes qui nous permettent de triompher ou nous allons disparaître. Et notre culture, c'est une culture qui a besoin de s'adapter aux principes universels. Si aujourd'hui nous nous promenons plus avec des peaux d'animaux, excusez-moi, ou des feuilles d'arbres, nous nous mettons de vestes. On ne doit pas seulement mettre des vestes et cacher une culture pourrie. Nous devons mettre des vestes et adopter une culture qui est une culture qui nous permet d'avancer. C'est souvent facile à dire, mais c'est difficile à faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis optimiste que ça change. Je vois des familles qui ont lu la chef de ma mère, qui ont inculqué aux enfants qui vont à l'école aujourd'hui avec un peu d'argent et qui pratiquent l'épargne. J'ai vu des enfants qui ont commencé à prendre des décisions que je dois me battre pour prendre des familles. Donc, il y a des millions de gens qui ne veulent pas changer, mais il y a déjà des gens qui sont dans une dynamique de changement. Quelle est la part du gouvernement? Voilà. Le gouvernement a une Parce qu'il ne doit pas rater aussi ses trains quand même. Il a une part de responsabilité. Sa plus grande responsabilité, c'est son insensibilité à découvrir ce qui peut faire changer des choses. Donc, parfois, j'ai l'impression que, surtout en République démocratique du Congo, les gens raisonnent dans la boîte. Donc, ils veulent répéter les mêmes choses. Or, Einstein nous a dit, être insensé, c'est vouloir continuer à faire les choses de la même manière et espérer que les résultats changent. Les combats, ce que je suis en train de révéler aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi Dieu a voulu que je sois congolais. Si j'étais américain, si j'étais peut-être coréen, si j'étais chinois, cette stratégie aujourd'hui serait déjà une stratégie portée par les décideurs. Voilà. Donc, quand on a des gouvernants qui ne sont pas visionnaires, donc on n'est pas ouvert à des contributions, à des innovations qui peuvent faire la différence. Mais je suis en train de dire peut-être qu'il y a un travail de communication qui n'a pas été fait. Nous sommes optimistes que les destins d'un pays, il y a toujours la main de l'invisible et la main de Dieu. Il arrivera à son temps que le gouvernement joue son rôle, parce que quand le gouvernement ne joue pas son rôle, le progrès d'un pays devient impossible.
Dans votre méthode, il y a aussi un moment, l'homme doit décider d'investir ce qu'il épargne. Alors, quels sont les types d'investissements que vous proposez ou vous préconisez? Dans tous les domaines où il y a les besoins, on peut avoir d'investissements. L'homme mange, il faut investir dans la nourriture. L'homme se promène, il faut investir dans les transports. L'homme a besoin des habitations décentes. Il faut investir dans l'immobilier, dans l'habitation. L'homme a besoin des soins de santé, il faut investir dans... Donc, je disais tantôt avec un journaliste que les besoins sont encore insatisfaits. Et tous ces besoins insatisfaits sont des opportunités d'investissement. Parce que devenir riche, c'est être capable de créer des solutions adaptées aux problèmes réels et avoir une clientèle. Voilà. Alors, je vais juste vous proposer une pause partenaire et on reviendra juste pour parler des escaliers vers la richesse. Les escaliers vers la richesse. Pour envoyer vos marchandises à travers le monde, en Afrique et précisément au Congo, Global Service vous offre un travail de qualité à un temps record avec un personnel très qualifié. Parmi ces 4 activités, à savoir l'import-export, l'immobilier, calcul des déclarations fiscales des citoyens américains et le cash advance, Global Service, dans son département d'import-export, vos besoins n'ont plus de limites. Je suis venu retirer mes colis qui sont venus des États-Unis par Global Service. En tout cas, merci beaucoup pour le Global Service. Rapidité, nabino, sérieux, nabino. En tout cas, c'est loin et comme une donc tout c'est payé. GS, on dit GS Global Service. Dans des agences Oyo et Sunginga et pour la bilo. Et là, il y a malamu, bilo est tamboli na sécurité. Na bande ya ko bangle te ba koli ko za ba fongoli yango bien ba fragile ko bukana. En tout cas, bilo ko nyonso komi kitoko. Na commission Nzambe na remercier service na bango. Je suis ravi des services rendus par cette agence. Mon collègue venu de Terzas aux ISA. En tout cas, je suis trop ravi. Global Service, votre satisfaction est notre priorité. Avec ma formation en électrotechnique et 10 ans d'expérience, l'entrepreneuriat a toujours été ma passion. La sécurité de biens et des personnes m'a poussé à créer mon entreprise. Depuis 2013, Triphase Protection concentre ses activités d'installation, de dépannage et de maintenance dans le domaine de la détection incendie, contrôle d'accès, la domotique et la vidéosurveillance. Nous travaillons avec les entreprises et les particuliers qui nous sollicitent pour leur protection électronique. Notre mission, c'est d'évaluer leurs besoins, d'établir un devis afin de leur apporter une solution adaptée. Nous intervenons partout dans le monde. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook ou sur notre site internet. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux en compagnie du coach Ricardo. Alors, dans votre livre, vous parlez des escaliers vers la richesse. De quoi s'agit-il? Bon, d'habitude, on fait une évaluation des pauvretés en fonction des quantités d'argent qu'on gagne. Quelqu'un dira, voilà, parce que je gagne 500 € le mois, je suis pauvre et je suis plus pauvre que celui qui gagne 10 000 € le mois. Et ce que les gens oublient, on peut aussi faire une évaluation de richesse en fonction de comment on utilise son revenu. Et alors, d'après les habitudes, nous avons différents grades de pauvreté.
Donc, au fond, nous avons des pauvres chroniques. Les pauvres chroniques, ce sont des gens qui ont développé les habitudes de dépenser beaucoup plus que ce qu'ils gagnent. Donc, s'ils gagnent 2000 € le mois, et il s'arrange pour dépenser 3000 parce qu'il prend des crédits, des avances sur salaire. Alors là, on dirait que c'est quelqu'un qui est un pauvre chronique. Maintenant, après les pauvres chroniques, nous avons un niveau un peu plus léger de pauvreté. Ce sont des pauvres équilibrés. Les pauvres équilibrés, ce sont ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Donc, s'il gagne 2000 €, il dépense aussi 2000 €. Finalement, son solde, c'est toujours 0, 0, 0. Et il le fait par habitude. Alors, nous avons des niveaux encore plus élevés, c'est les pauvres moyens. Les pauvres moyens, ce sont ceux qui épargnent une partie de leur richesse, mais ils épargnent toujours avec un objectif de consommation. Quelqu'un qui épargne pour payer pour une fête, pour avoir un peu d'argent à la fin de l'année, nous appelons ça l'épargne de consommation. Mais tout de même, on voit que c'est là, en fait de compte, ils se retrouvent toujours avec quelque chose, peut-être une maison d'habitation, peut-être une voiture, parce qu'ils ont épargné autour d'eux-mêmes. Enfin, nous avons donc le riche, et là, je parle des riches par habitude. Qu'est-ce qu'on fait avec sa richesse? C'est les gens qui, par principe, savent que nous ne pouvons jamais, au grand jamais, dépenser tout ce que nous gagnons, quels que soient les besoins. Et ces gens-là, par principe, épargnent au moins 10% de ce qu'ils gagnent. Alors, lorsque vous avez localisé dans quelle échelle, dans quel niveau de pauvreté vous vous retrouvez, vous saurez maintenant comment sortir d'un escalier à un autre. Alors, que peut-on retenir en lisant La chèvre de ma mère? En lisant La chèvre de ma mère, vous pouvez retenir l'essentiel sur l'éducation financière. D'abord, la vérité qu'il est possible de sortir de la pauvreté, devenir riche. Vous pouvez être inspiré parce que l'inspiration joue un rôle très important et vous pouvez découvrir une vérité de base, que le voyage de 1000 km commence par le premier pas. Et que le premier pas vers la sortie de la pauvreté, c'est d'abord commencer à appliquer la loi de l'épargne. Vous allez retenir l'importance de protéger la richesse. Vous allez comprendre l'importance d'investir son argent de façon judicieuse. Et surtout, vous allez vous débarrasser de la mentalité de la pauvreté qui est la véritable cause de pauvreté. Alors, vous retournez déjà la semaine prochaine à Kinshasa. Alors, quels sont les programmes ou les activités qui attendent tous ceux qui souhaitent participer, soit à des conférences ou à d'autres activités que vous souhaitez organiser? Mon combat, c'est un combat, j'appelle ça mondial. Je fais de l'Afrique pour le monde. Je veux amener ce combat partout. Je le fais au niveau du Congo, je le fais au niveau de l'Angola, en portugais, et je le fais ici en Europe, et je le fais à l'intérieur du pays. Mais j'essaye d'atteindre les gens un peu partout. Aujourd'hui, l'Internet nous rapproche, les médias nous rapprochent. Donc, nous avons notre site Internet ricardokanyama.com, qui est un site par lequel les gens qui veulent avoir des conseils, des orientations, des coachings, ou des formations en ligne restent connectés à moi indépendamment de là où je me trouve. Mais parfois, il y a des coins où les gens font vraiment pression pour que je puisse donner une conférence présentielle. J'essaye malgré beaucoup d'invitations que j'ai, je sais que quand je vais quitter ici Paris, je vais d'abord aller tenir des conférences que j'ai en Angola, à Luanda. Après Angola, Luanda, je vais rentrer en RDC et pas seulement à Kinshasa, et je vais aller donner une autre conférence. On m'attend à Goma, Bukavu, parce que la RDC, c'est pas seulement Kinshasa. Nous essayons d'aller partout où il y a des communautés, où il y a des leaders qui se réveillent et qui comprennent qu'il faut ajouter l'intelligence financière dans les combats pour sortir.
Voilà, à partir de notre site, ils peuvent avoir accès d'abord à des livres, livre La chef de ma mère. Il y a des programmes de formation en ligne que je mets régulièrement et il y a la possibilité de se faire coacher parce que n'oubliez pas que déjà pour rester sur le plan professionnel, nous avons eu des milliers de coachs, hein, des enseignants de l'école maternelle jusqu'à l'université et même au job aujourd'hui, il y a des coachs. Donc si vous voulez aussi prendre votre vie financière à main, une meilleure manière c'est d'interagir parfois, de se faire orienter par des gens qui ont déjà fait ce parcours pour vous éviter certains pièges et puis pour vous donner certaines stratégies, certains trucs qui fonctionnent, qui est efficace. Voilà. Nous approchons à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à adresser à tous ceux qui nous ont suivis et qui vous tient vraiment à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est pas plus notre sort, mais l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants. Je sais que les gens qui me suivent, ils sont deux parents et ils ont beaucoup d'amour pour leurs parents, pour leurs enfants plutôt. Et comme parents, nous avons le devoir d'agir pour laisser un avenir meilleur à nos enfants. Votre emploi, c'est bien, ça vous permet de survivre, mais ça ne sera pas un héritage que vous laisserez à vos enfants. L'héritage que vous laisserez à votre enfant, c'est cette partie d'argent que vous aurez épargnée, que vous aurez investi en achetant une maison, en payant une concession, en créant une affaire. Et si vous, parents, vous ne vous préoccupez pas de l'avenir de votre enfant, si vous pensez que la solution consiste seulement à lui payer le frais scolaire, alors vous exposez votre enfant ou vous le laissez à une position très défavorisée. Je pense que les parents doivent se mobiliser aujourd'hui, adopter l'intelligence financière et pousser leurs enfants à découvrir cette intelligence financière lorsqu'ils sont encore enfants, lorsqu'ils sont encore étudiants, pour qu'ils puissent grandir avec ça comme culture. Donc, mon message s'adresse aussi aux gouvernants africains en général, pour leur dire aujourd'hui, nous avons remarqué que l'équation économique qui voulait que l'évolution de l'éducation entraîne l'évolution économique n'a pas fonctionné en Afrique. Nous nous retrouvons avec des millions de jeunes qui ont été formés et qui ne parviennent pas à avoir un emploi. Cela est dû du fait que nos pays, nos jeunes pays africains n'étaient pas passés par cette étape indispensable de la création de capital financier et capital physique. Et aujourd'hui, nous ne devrions pas seulement marcher avec une stratégie unique, celle qui a toujours consisté à rechercher le fond. Nous devons considérer que l'homme est en lui-même une richesse lorsqu'il a une bonne culture financière. Et nous devons travailler pour la promotion de la culture financière. Nous devons prendre des mesures, des stratégies et des lois pour promouvoir l'épargne et pour inciter la population à créer des richesses. Et surtout, nous ne devons pas détruire des richesses de nos compatriotes. Parce que lorsque l'Africain prend de mauvaises mesures, il détruit la richesse nationale, ce qui donne l'avantage ou les champs libres seulement aux capitaux étrangers. Voilà. Coach Ricardo Kanyama, merci beaucoup pour votre présence à cette émission. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre page Facebook Classe Affaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.